fonctionnalités. Eh bien, écoutez, si vous le On va bientôt souhaitez arriver à 100, oui. exactement. Alors, bah, écoutez, on va pouvoir démarrer si vous en êtes d'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est ravis, de vous accueillir à cet atelier, qui porte sur un sujet aussi crucial que passionnant, à savoir comment on anticipe et comment on accompagne le retour à l'emploi après un arrêt long. Avant de nous présenter, je vais simplement laisser la parole, à Marc Dedumas, représentant du FIPHFP, le DTH du FIPHFP en Occitanie. Merci Pierre. Effectivement, donc la préparation et l'accompagnement des agents et salariés de retour à l'emploi après un arrêt long constitue un défi pour les employeurs publics comme privés. Alors, comment anticiper ces situations? Quel cadre juridique? Quel outil pour maintenir le lien pendant l'arrêt? Comment sécuriser le moment du retour à l'emploi? Quel rôle des différentes parties prenantes? Voilà. Durant cet atelier, nous essayerons de partager avec vous un certain nombre de bonnes pratiques, d'outils, de ressources pour structurer au mieux cette période charnière. Et pour cela, je remercie Pierre Jolidon et Isabelle Arnaud-Roy de cette coopération. Donc effectivement, pour essayer de répondre à ces différentes questions, vous avez devant vous une petite task force. On va essayer de, voilà, de vous alimenter sur l'ensemble de ces éléments. Donc, Isabelle, je vous laisse peut-être vous présenter? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isabelle Arnaud-Roy. Je suis, directrice générale adjointe, de l'établissement public du Capitole, qui porte la gestion de l'Opéra national du Capitole, de l'Orchestre national du Capitole et d'une salle de spectacle qui s'appelle la Halle aux Grains. Je suis plus particulièrement en charge, des ressources, et je réfléchis depuis plusieurs années à la manière dont s'articulent santé, et travail, dans nos entreprises et nos organisations. Merci beaucoup Isabelle. Et de mon côté, moi je m'appelle Pierre Julidon, je travaille au sein d'un cabinet d'études et d'évaluation qui s'appelle Amnios. On participe à cet atelier à finalement deux titres. D'une part au titre du Handipact que nous avons le plaisir d'animer pour le compte du FIPHFP en région Occitanie. Et puis nous animons également le PRITH en PACA. Et puisque le présentiel, vous le savez, a lieu au stade Vélodrome pardon, à Marseille, ben voilà, c'est l'occasion de faire un coucou à l'ensemble des partenaires que nous côtoyons régulièrement. Alors, durant cet atelier, nous allons, mais comme l'a dit Marc à l'instant, nous allons évoquer plusieurs éléments un peu fondamentaux. D'abord, revenir finalement sur la préparation du retour à l'emploi, essayer de poser un petit peu le cadre et le contexte qui nous permet de voir à quel point cette période-là, il est nécessaire de le travailler, de le préparer, de l'institutionnaliser. Donc, on va essayer de poser ensemble quelques éléments de contexte et le cadre juridique, comme le disait Marc. Et puis, également, l'idée, c'est de pouvoir évoquer quelles sont les différentes étapes du retour à l'emploi et voir finalement quelles sont les initiatives, les outils, les actions, les bonnes pratiques qui peuvent être engagées pour essayer à la fois d'institutionnaliser les pratiques, mais aussi au maximum de les individualiser. Donc, pour débuter, si vous le voulez bien, on a souhaité, en guise de contextualisation, vous partager en fait quelques retours d'expérience, quelques récits de vie. Donc, ils sont écrits petits, mais je vous rassure, on va vous en lire deux avec Marc. Et ces récits de vie, on va essayer derrière de prendre un petit peu de recul pour voir sur ce qu'ils nous apprennent sur cette période de l'arrêt long et du moment du retour à l'emploi. Marc, je vous laisse partager le premier le premier récit de vie. Voilà. Ça fait une dizaine d'années que je bosse au service informatique de la région. J'ai eu mon cancer en 2019. Pour mon arrêt, mon chef avait commandé une tablette. C'est vrai que c'était juste un outil, mais avec ça, je suis resté en lien avec mes collègues et mes chefs constamment pendant mon arrêt. Le retour a été plus dur que je m'y attendais. Et mes collègues et mon chef, ils pensaient être gentils et me disaient: vas-y, fais à ton rythme. Mais en fait, c'était impossible. Mais là, c'était la cata. En croyant être gentil, ils me protégeaient, mais ça m'enfonçait en fait. Ils me disaient que je m'y arri- ils me disaient que j'y arriverais plus. À un moment, j'ai dit: j'existe, je suis là, je veux reprendre comme avant. Mais encore, je me trompais. J'ai pris les trucs administratifs. Je pensais que c'était pas leur tasse de thé aux gars de l'équipe et qu'ils auraient plus tendance à me les laisser faire qu'une mission technique un peu sympa.
Ça a été ma planche de salut, cette organisation. Là, j'ai pu effectivement reprendre. Avant, j'avais repris le boulot, mais je n'avais pas à reprendre mon travail. Là, ça a commencé à aller mieux. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que je ne faisais plus trop que du support administratif pour l'équipe, alors qu'on était censé faire chacun pour son poste, et que les projets techniques que je prenais, c'était de la bureautique. Je me suis dit que j'étais en train de perdre ma compétence, et j'ai dit, maintenant, j'en ai marre, je veux reprendre mon poste. Mon chef de service a compris et il a fait plus attention à l'affectation des missions dans l'équipe pour que je reprenne ma place. Mais c'est pour ça que je disais qu'on ne reprend jamais comme avant. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai récupéré mon poste, mais ce n'est pas exactement le poste d'avant. Je vais quand même sur des choses où je gère ma fatigabilité. J'ai un ou deux collègues, c'est un peu comme des binômes pour moi. On s'ajuste, ils reprennent ce qui est plus physique pour l'installation des PC, et moi, je me concentre sur les configurations par exemple. Avec mon chef de service, on a reparlé de tout cela. La bienveillance, c'est bien, c'est même indispensable. Mais moi, si on n'avait pas réussi à reconfigurer mon activité, ça n'aurait servi à rien. Je me serais planté. La solidarité dans le travail en équipe, ça a quand même duré près d'un an et demi pour que tout. Enfin, pardon. Ça a quand même duré près d'un an et demi en tout, je pense. Ça, c'est essentiel. Ça ne saute pas aux yeux, mais c'est essentiel. Merci beaucoup Marc. On trouve que c'est important effectivement de partir de situations individuelles pour derrière pouvoir avoir en tirer des règles un peu plus génériques. Je vous partage un deuxième cas pratique avant d'aller sur les éléments d'analyse et de mise en perspective. Euh, Tenir au travail, donc c'est tenir au travail, tenir avec le travail. Donc je suis agent d'entretien dans une grande collectivité. J'ai une maladie chronique évolutive qui est très handicapante au quotidien. Les crises surviennent un peu sans prévenir et ça nécessite que je puisse disposer de sanitaires à proximité. C'est une grande angoisse de devoir être aux aguets tout le temps. Ça vous bouffe la vie. Avant, j'étais surveillant dans un musée. Et comme personne ne comprend ce métier, tout le monde croit qu'on fait rien, qu'on reste assis à attendre que le temps passe. C'est vraiment difficile quand la maladie vous rattrape et de voir comment faire. Il faut bien avoir en tête que ce métier de surveillant, c'est un métier qui est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Et puis, en parallèle, j'ai eu une sale période. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère, je suis célibataire et j'ai développé d'autres problèmes de santé avec d'autres traitements. Je suis un ancien sportif, je sais me battre, je sais tenir bon, mais à un moment donné, je suis tombé dans les escaliers et tout a pris de nouvelles proportions. J'avais des arrêts à répétition, je m'en sortais plus. Il faut être vigilant pour faire son travail et moi, j'étais aux aguets pour surveiller ma maladie et ces manifestations qui pouvaient arriver n'importe quand. Et quand ça arrivait, il fallait que je réagisse très vite. Souvent, j'ai pas le temps de prévenir un collègue que je dois m'absenter de mon poste. Mes collègues savent ce que j'avais. Ils me couvraient le plus possible. Mais la situation ne pouvait plus durer. Il fallait que je change de métier, de poste. Parce qu'en fait, malgré mes difficultés, ce qui me faisait tenir, c'était le travail. Je me suis accroché comme jamais car les médecins me parlaient d'inaptitude et moi, je voulais pas renoncer au monde du travail. C'est vrai qu'avec mes arrêts, ça ne collait plus réellement alors que je voulais aller jusqu'à la retraite. J'ai été très bien accompagné en interne par les différents services. Ils m'ont proposé deux choses. Une nouvelle orientation inscrite dans un dispositif adapté à ma maladie et c'est comme ça que je suis devenu agent d'entretien dans le cadre d'un congé longue maladie fractionné. On y reviendra tout à l'heure, c'est un dispositif spécifique à la fonction publique. J'ai rencontré la nouvelle équipe et mon nouveau manager à l'entretien. L'accueil a été parfait. Le travail d'entretien, quand il est fait, c'est invisible. Nous, les agents d'entretien, on est transparents. Pour certains, c'est un inconvénient, mais pour moi, ce fut salutaire. Je travaille, personne ne me remarque et j'ai la possibilité de répondre à mes crises sans pour autant déserter. Les sanitaires, toujours à proximité, m'offrent en permanence de la zone de repli idéale pour moi et ma maladie. Ça a tout changé. Je n'ai plus en moi cette crainte indélébile de la crise qui survient. Une fois les affectations de sites attribuées, j'organise mon travail dans l'ordre que je veux. L'essentiel, c'est que les lieux dont j'ai la responsabilité soient propres. Cette autonomie a été une véritable bouée. Lorsque la crise intervient, d'une certaine manière, j'ai tout sous la main pour l'affronter. Et le CLM fractionné, c'est aussi un confort. J'ai un CLM fractionné qui me permet de travailler et de me soigner quand la crise survient. On gère ça en intelligence avec mon responsable. Ce cadre de travail m'a fait un bien fou. Le travail me tient. Ma maladie a enfin trouvé son travail.
Voilà pour ce qui est des deux récits de vie qu'on souhaitait vous partager en guise de contexte, partir de situations individuelles pour pouvoir derrière en dégager des éléments de perspective et les mettre en perspective. Donc Isabelle, je vous passe la parole, voilà, pour nous donner quelques éléments d'apprentissage. Alors pour cette, mise en perspective et peut-être réfléchir au côté universel de ce que ces récits de vie, nous apprennent. Hem, Ces récits de vie nous apprennent d'abord que le retour, c'est une étape qui doit être préparée, parce que, souvent le retour est dicté par une réalité financière ou administrative. En tout cas, on sait que les salariés qui reviennent sont souvent pas encore complètement guéris ou en tout cas peuvent être encore impactés par des effets secondaires, des traitements ou tout simplement de leur maladie. Donc ce qui est posé là, c'est la capacité à produire et c'est de ça dont on doit parler lorsqu'on organise le retour. Ça me semble vraiment important de poser ce regard-là. On voit bien aussi que, si l'activité n'est pas adaptée, il y a des accommodements qui vont être trouvés, mais pas toujours au bon endroit. Ça aussi, c'est important, de l'avoir en tête parce que de toute façon, il va falloir s'adapter, le salarié va s'adapter à une situation. Donc on ne revient pas comme avant. Heu, il est parfois et souvent compliqué de retrouver le bon rythme, parce que lorsqu'on a été, éloigné du travail un moment, bah, le fait de revenir dans un rythme d'entreprise, dont on sait aussi qu'il est, vraiment, dynamique, ça nécessite une énergie que voilà, qu'il faut mobiliser et que les salariés n'arrivent pas toujours à mobiliser. Donc en tout cas, ça, c'est important de l'avoir en tête. Et on sait aussi que ces situations, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées, bah, la situation de travail peut devenir un enfer pour tous. C'est le témoignage, que lisait Pierre avec, bah, du coup, un poste qui était pas adapté, de l'absentéisme, qui, s'ensuit et du coup, une situation qui devient évidemment difficile à vivre pour, le salarié, mais aussi, pour son manager et son équipe. Ce que, aussi, ces témoignages nous apprennent, c'est le rôle important du manager, de l'équipe, de la DRH pour ajuster cette activité et accompagner, être en appui de ce retour. Que la bienveillance est indispensable, mais qu'elle n'est pas suffisante. Donc c'est pas, voilà, uniquement, ce qu'il faut. Il faut aller au-delà de la bienveillance. Il faut s'occuper de la situation de travail et bien entendu, tout ceci est possible quand le lien, est maintenu. Donc ça veut dire ça aussi, réfléchir à la manière dont lorsque, on va maintenir le lien lorsqu'un salarié, est amené à s'absenter. Voilà ce que un petit condensé en tout cas de ce que ces situations, d'expérience nous apprennent. Merci beaucoup, Isabelle, avec effectivement des verbatims très forts dans ces récits de vie qui permettent de mettre en mots finalement des situations vécues par des individus. Alors, on le disait, souvent ce qui pose difficulté, aux employeurs, publics comme privés, c'est de se dire: «Mais en fait, est-ce que j'ai le droit, de contacter un agent, pendant son arrêt? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des contraintes?» Voilà, et souvent, c'est vrai que le cadre juridique, et bien, en fait, «censure» entre guillemets les employeurs publics et privés, alors que pour autant, ce cadre juridique est plutôt ouvert, justement, à la manière dont on peut contacter, ses salariés ou ses agents. Alors, on essaie un petit peu de retracer justement ces différents éléments pour que vous ne vous sentiez pas limité, bloqué et que vous ne limitiez pas vos velléités de bienveillance, à l'égard de vos salariés ou de vos agents, par un cadre juridique. Donc, on sait que c'est quand même pas évident en termes de posture, qu'il peut être délicat de trouver les bonnes formules, la bonne terminologie, les bons moments pour pouvoir en échanger. On a aussi tout un tas de situations, qui parfois sont un peu contradictoires. Parfois, pour les salariés ou pour les agents, le silence de l'employeur, ça peut être mal vécu. On peut se dire: «Bah, en fait, voilà, mon employeur, m'a oublié pendant que je suis en arrêt de travail», et à l'inverse, on peut avoir des agents ou des salariés qui vont mal, recevoir les sollicitations de leur employeur. De son côté, l'employeur, lui, il ne s'autorise pas toujours à contacter son salarié ou son agent pendant l'arrêt de travail.
Les médecins du travail, les équipes pluridisciplinaires, les services de prévention et de santé au travail peuvent aussi, eux, être en questionnement par rapport à ces situations, en n'ayant pas toujours les informations sur qui est en arrêt, qui ne l'est pas, en rencontrant aussi une forme de défiance parfois de la part des salariés ou des agents dans les prises de contact. Et puis, l'information, la circulation d'informations entre le service de prévention de santé au travail, le médecin du travail et les acteurs RH qui suivent les agents ou les salariés en arrêt de travail, voilà, il y a une communication qui parfois n'est pas toujours archi structurée ou très fluide. Bon, donc il y a entre guillemets des idées reçues finalement un petit peu de tous les côtés. Que nous dit, que nous dit le cadre juridique? Est-ce qu'il est interdit de contacter son salarié ou son agent pendant l'arrêt? Alors, on va regarder d'abord le cadre du secteur privé et puis après, on verra le cas du secteur public. Dans le secteur privé, l'arrêt maladie vient suspendre l'exécution du contrat de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des principes qui vont guider l'action, les informations qui vont être prises par, ou engagées par l'employeur. Les principes, ça va être des principes de respect de la vie privée et de la dignité du salarié. Ces deux principes-là, ils vont guider la manière dont l'employeur va communiquer, va chercher à échanger avec son salarié. Évidemment, pour le salarié, ces principes-là vont prendre une dimension particulière, c'est qu'il doit pouvoir jouir de son temps de repos sans intrusion de la part de son employeur dans sa vie personnelle. Le juge privé, il est très régulièrement sollicité sur ces questions et il a plutôt tendance à essayer de renforcer cette notion en disant que l'employeur, évidemment, ne peut pas outrepasser ce droit, ce principe de respect de la vie privée et de la dignité du salarié, sous couvert de gestion administrative ou de suivi professionnel. Donc, ce qui limite les modalités de prise de contact avec les salariés pendant leur arrêt, c'est bien ces principes de respect de la vie privée et de la dignité du salarié. Donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que l'employeur, il ne peut pas, il n'a pas le droit de prendre contact avec son salarié pour lui demander de travailler, évidemment, pour lui demander des précisions sur un dossier, des informations sur un client, des informations sur quelque chose qui est en lien avec une activité professionnelle. Et ce, peu importe le moyen, que ce soit du mail, des appels téléphoniques, des SMS, etc. Mais ça ne signifie pas pour autant que l'employeur n'a pas le droit de prendre la tâche de son salarié. C'est tout à fait possible, mais évidemment, pour poser des bonnes questions, pour prendre des nouvelles, par exemple, sur l'état de santé du salarié, pour communiquer des informations essentielles au salarié sur son emploi, pour organiser une éventuelle reprise, pour se mettre à disposition, notamment si le salarié souhaite rencontrer le médecin du travail, souhaite discuter avec le référent handicap ou les acteurs RH, etc., etc. Donc, il est possible en fait de communiquer par courrier, par mail, etc., avec son salarié, dès lors où où les principes que nous avons évoqués précédemment sont respectés et dès lors où, évidemment, la notion de consentement est discutée avec le collaborateur. Et Isabelle en reparlera tout à l'heure, mais une des bonnes pratiques, évidemment, c'est au moment ou en amont de l'arrêt de travail, c'est de discuter de ces conditions d'échange pendant l'arrêt. Que souhaite accepter la personne ou non. Dans le secteur public, on a globalement à peu près le même cadre qui existe. Il n'y a pas de frein juridique particulier à maintenir un lien avec un agent qui est en arrêt pour raison de santé. Comme pour le secteur privé, ça se fait en bonne intelligence, dans le respect des principes que nous avons évoqués tout à l'heure. Dans tous les cas, on peut contacter un salarié ou un agent public pour l'informer sur ses droits, pour l'informer sur l'exercice de ses droits, sur la possibilité de bénéficier d'un accompagnement, de solliciter voilà, un échange avec un des acteurs de l'équipe pluridisciplinaire, le service social du personnel, le référent handicap, le médecin du travail, que sais-je, peu importe. Dans tous les cas, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, la notion de consentement, elle est essentielle. Et si l'agent ou le salarié refuse la prise de contact, refuse de donner suite, enfin ne souhaite pas donner suite à une proposition de l'employeur, ben, évidemment, l'employeur doit le respecter. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Dans le secteur public, on a notamment un arrêt qui est assez récent, qui est assez intéressant, c'est celui de la Cour d'appel de Paris qui date du 25 février 2021 là, qui a rappelé quelques principes importants sur la communication entre l'employeur et un agent en arrêt de travail, en disant que d'une part, il faut orienter les échanges vers l'explication des droits de l'agent, ainsi que vers les outils et les dispositifs que l'employeur peut mobiliser pour accompagner l'agent dans sa situation. Donc, qu'est-ce qui est
tu as la disposition de l'agent. Donc ça, il a le droit de l'informer sur ces informations, évidemment. Et le juge administratif a aussi rappelé le principe de non-pression, c'est-à-dire que la prise de contact ne doit pas exercer de pression directe ou indirecte sur l'agent pour un retour anticipé au travail. C'est exactement la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. On ne pose pas de questions sur un dossier, on ne dit pas alors quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens, on est en difficulté, on est en souffrance, l'équipe est en difficulté, etc. Voilà. Donc, c'est des règles qui sont relativement basiques, vous le voyez, mais qui nécessitent finalement d'être rappelées. Ça, c'est juste pour poser le cadre dans un premier temps. Maintenant, l'idée, c'est de voir, maintenant qu'on sait que d'une part, ces situations individuelles, elles nécessitent d'être préparées, travaillées, accompagnées, et que le cadre juridique, dès lors on fait preuve d'un petit peu d'intelligence, j'allais dire, offre la possibilité de maintenir le lien avec son salarié ou son agent pendant l'arrêt. La question qui se pose, c'est à quel moment faut-il le faire et c'est comment le faire. Donc, il y a plusieurs moments qui sont évidemment très importants pour structurer, mailler, organiser, personnaliser, individualiser l'accompagnement des agents et des salariés qui sont concernés. Il y a le moment de avant le départ, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant le départ, mettre en place des dispositifs, des outils, des process, des outils de type courrier d'information, etc. Échanger avec l'agent ou le salarié sur les pratiques de l'employeur, la possibilité ou non d'être contacté pendant l'arrêt, etc. Enfin, voilà, il y a toute l'organisation institutionnelle de l'employeur qui est à poser, évidemment, avant que le salarié ou l'agent soit en arrêt. Il y a ensuite des bonnes pratiques qu'on partagera tout à l'heure pendant l'arrêt. Comment on maintient le lien avec le salarié ou l'agent pendant l'arrêt? Quelle formulation on peut avoir? Combien de fois on sollicite la personne, etc. Et puis après, il y a la préparation du retour. Quelques semaines, quelques jours avant le retour, le jour de la reprise, il y a des bonnes pratiques, et puis évidemment dans les jours et les semaines qui suivent la reprise. Donc on va essayer de reprendre et de vous partager quelques bonnes pratiques sur chacun de ces moments un peu clés. Et il y a des employeurs, évidemment, qui sont engagés sur ces sujets. Il y a des employeurs qui expérimentent des choses, qui mettent en place des actions. Et on voulait notamment vous présenter les différentes actions qui sont menées au sein de l'établissement public du Capitole, que représente évidemment Isabelle aujourd'hui. Et donc, Isabelle, je vous laisse partager ces expérimentations et ces bonnes pratiques. Très bien. Donc 2 expérimentations, qu'on souhaite partager, avec vous. La première, que nous avons mise en œuvre, il y a quelques mois, c'était d'asseoir, autour de la même table, enfin avec et autour du salarié, de notre collaborateur, malade, un certain nombre d'acteurs, du travail. Donc, la personne concernée évidemment, mais la DRH dans toutes ses composantes, hein, que ce soit, du coup, dans l'aspect gestion administrative, mais aussi plus, développement RH. Le manager, du collaborateur concerné, donc chez nous, monde du spectacle, on a une vision, du managérial qui est assez étendue aussi, puisqu'en tout cas pour nos artistes, il y avait à la fois le N+1, parfois le N+2, mais aussi les régisseurs. Et évidemment, toutes les acteurs de la santé au travail, donc le médecin, du travail quand il veut bien y être, psychologue du travail, conseiller prévention, donc voilà pour les acteurs. L'objectif, en fait, c'était de pouvoir, porter un regard, transdisciplinaire sur la situation et essayer d'accompagner cette situation-là, de manière à ce que le travail, devienne vecteur de santé et permettre, à notre collaborateur de reprendre le plus vite possible ou en tout cas de permettre des ajustements, pour ne pas, impacter la santé, de notre collaborateur au moment de sa reprise ou dans le cas d'un maintien, puisque le cas de figure, peut se présenter aussi de cette manière. Alors on pose des principes en disant qu'il n'y a pas de détails de santé, qui doivent être donnés, au collectif. C'est pas ça le sujet. On est là vraiment pour accompagner la situation. Voilà, qu'il n'y a pas non plus de point de vue prépondérant, sur les autres. Ça, c'est important parce que souvent, voilà, il y a une des composantes qui donne des directives, mais là, c'est pas le cas. On essaie de
chacun portait un regard dans son prisme, voilà, de travail et de lecture. Et on a une fréquence de réunion qui est alors généralement tous les mois, mais qui en démarrage d'expérience peut être toutes les semaines ou tous les 15 jours. Comme ça permet vraiment de s'adapter et puis qui s'espace jusqu'à 3 mois, 6 mois, quand on est vraiment dans quelque chose, voilà, une fois que l'étape a été passée. Donc, les objectifs sont multiples. Le premier, c'est de fixer le cadre. C'est pourquoi, en fait, on fait cela, à qui ça bénéficie, quelles échéances on se donne, comment on va communiquer à l'équipe. Ça, c'est important. Définir un cadre, mais un cadre qui soit souple, parce qu'en fait, ce dont on parle, comme je le disais tout à l'heure, c'est la productivité impactée d'un collaborateur dans le cadre de son retour. Et du coup, comment on ajuste la situation de travail pour permettre aux collaborateurs de tenir et de reprendre sur le bon rythme et un plein rythme si c'est possible ou pas. Et tout ça, c'est à voir avec évidemment les limites aussi qu'il ne faut pas oublier, puisque parfois il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire et le fait de pouvoir aussi en parler, c'est déjà permettre en partie leur résolution. Dans les objectifs, c'est aussi ne pas laisser le manager seul face à ces situations qui sont souvent difficiles, et prendre des décisions de manière collégiale, collective, avec d'ailleurs des objectifs que l'on se fixe d'une séance à une autre, ce qui permet de vérifier que les objectifs ont bien été atteints et puis de les ajuster aussi, toujours pour permettre cette reprise adaptée. En tout cas, c'est une expérience qu'on a menée, qui a plutôt bien fonctionné. Il y a évidemment des ajustements, qui sont, nécessaires, mais ce qu'on a trouvé intéressant, c'est aussi de parler de nos limites en tant qu'employeur. Souvent, je disais qu'on n'était pas, un centre d'adaptation par le travail, et donc nous, notre objectif évidemment, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs en santé puissent travailler, mais il y a des choses qu'on peut faire de manière, enfin voilà, limitée en durée, et d'autres qui vont pas être possibles. Et tout ça, c'est important de pouvoir le poser de manière à avancer sur ces situations. Donc, je vous ai mis aussi, vous aurez le support, ce que les acteurs de cette expérience en retiennent. Évidemment, il y a des ajustements à faire, mais en tout cas, on a trouvé que c'était une manière efficace de traiter ces situations souvent complexes, parce qu'elles ont permis un retour à la normale en l'espace d'une toute petite année, ce qu'on a trouvé plutôt efficace, parce que dans des situations de santé importantes, souvent il y a des arrêts de travail qui s'enchaînent, ce qu'on est arrivé à éviter dans ce cas-là. Donc ça, c'était une première expérience. Une deuxième expérience est aussi une situation à laquelle on a dû faire face, mais j'imagine comme beaucoup d'entre vous, c'est un temps partiel thérapeutique qui a été donné par le médecin traitant de différents collaborateurs, et sans qu'on on ait pu s'y préparer, et surtout avec des collectifs de travail, en tout cas nous dans nos collectifs d'artistes, il est extrêmement difficile de faire face à des temps partiels thérapeutiques. Donc, considérant en tout cas pour certains collaborateurs qu'il était important qu'ils puissent rester en activité et donc en temps partiel thérapeutique, pour autant sans pouvoir continuer à travailler dans leur environnement de travail, nous avons mis en place un dispositif particulier pour les accompagner, donc qui s'appuie aussi sur un tour de table à l'identique de ce que je viens de vous décrire, mais qui a permis en fait à notre DRH, en s'appuyant sur les compétences des collaborateurs concernés et des besoins que nous avons identifiés dans notre organisation comme n'étant pas du tout, des besoins auxquels personne ne répondait jusqu'à maintenant. Donc, on a fait matcher les deux pour une mise en adéquation, et on a proposé des missions courtes à ces collaborateurs pour leur permettre de continuer à travailler, mais dans un environnement très différent du leur.
employeur. Donc c'était un peu expérimental, ça c'est certain. On l'a traité aussi dans ce collectif de transdisciplinaire pour accompagner, parce que là pour le coup les ajustements étaient forcément très nombreux. Cette solution, on a trouvé qu'elle était assez efficace parce qu'elle permettait de maintenir, enfin de garder un lien avec le travail. Pour certains collaborateurs, ça c'était plutôt positif, de considérer que le travail peut être vecteur de santé, qu'il vous oblige à de la relation sociale, à sortir de chez vous. Et du coup, ça, ce sont des valeurs très positives dont nos collaborateurs avaient besoin. Voilà, c'est quelque chose qui est possible à condition que ça soit extrêmement bordé et borné dans le temps. Il faut qu'en 9 mois, 1 an maximum, la situation puisse avoir été rétablie, parce que sinon, ça devient, enfin à mon sens, en tout cas, c'est le retour d'expérience que l'on a, ça devient des situations qui sont vraiment difficiles à gérer. Évidemment, les missions qu'on confie doivent répondre à un besoin. Il ne faut pas que ça soit enfin, qu'on occupe les gens avec des choses qui ne seraient pas intéressantes, parce que la notion de produire pour l'entreprise ou l'établissement reste important. Et enfin, évidemment, la direction, le service qui accueille va être heureux d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire. Donc, il y a ça aussi, cet accompagnement, puisqu'on va susciter un besoin qui n'était pas, enfin, auquel on répondait pas. Là, on répond à un besoin, mais sur une durée courte. Donc, tout ça, ça nécessite un véritable accompagnement. En tout cas, ces 2 expériences nous ont montré à quel point le lien entre santé et travail voilà, est important, et qu'en tant qu'employeur, même si on n'a pas vraiment envie d'avoir à faire face à ça, en fait, on est obligé. Donc, il faut savoir être créatif, et on se rend compte à quel point les choses sont difficilement organisées. Donc, voilà, d'où ces expériences que nous sommes en train d'évaluer de manière assez ciblée, pour pouvoir justement améliorer ces dispositifs et, on va dire, industrialiser ça, parce qu'on a trouvé vraiment qu'il y avait un intérêt à continuer ce genre de pratique. Merci beaucoup Isabelle pour ces retours d'expérience sur les actions et les expérimentations pardon, que vous menez au sein de votre établissement. En lien avec ce que vous avez évoqué et peut-être sur des propos plus généraux, on a essayé ici de lister finalement un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent être partagées, essaimées, que l'employeur soit relève du secteur privé ou relève du secteur public. On essaie d'organiser ça autour de différentes catégories. Vous le voyez, la première catégorie qui est le fait de poser un cadre institutionnel, ensuite de structurer la coordination interpluridisciplinaire. Isabelle l'a bien mentionné dans les retours d'expérience, le regard pluridisciplinaire et interdisciplinaire est essentiel pour pouvoir trouver des solutions qualitatives aux agents et aux salariés qui sont concernés. 3, le fait d'organiser la montée en compétences collectives, on va y revenir. 4, le fait d'anticiper, d'aménager le poste du travail en vue du retour. Et puis, une fois que le retour a eu lieu, évidemment, le suivre. Donc, on va juste détailler un tout petit peu cette diapositive. Euh, Nous, ce qu'on cherche à faire passer finalement comme message, vous l'avez compris cet après-midi, c'est de dire que chaque situation est unique. Ça, c'est une évidence. Et donc, ça nécessite une individualisation toute particulière de l'accompagnement. Mais qu'en même temps, cette individualisation, elle doit s'inscrire dans un cadre institutionnel qui est pensé, qui est réfléchi, évidemment, qui est bienveillant, même si le terme aujourd'hui de bienveillant est très usurpé, mais là, au sens propre du terme. Et donc, pour que tout ça, pour que cette individualisation de l'accompagnement s'inscrive dans un cadre qui est réfléchi, eh bien, il faut poser un cadre institutionnel au travers, je ne sais pas, d'une procédure qui pose les principales étapes du retour à l'emploi et qui clarifie la répartition des rôles, le fameux qui fait quoi. Ça nécessite aussi d'organiser le suivi des salariés, des agents qui sont en arrêt long, avec des jalons qui peuvent être posés, avec des indicateurs qui sont suivis dans le cadre notamment du SIRH. Mais ça nécessite aussi d'outiller
le maintien du lien avec l'agent ou le salarié durant son arrêt, notamment en ayant des courriers types qui sont, alors moi c'est le terme que j'utilise, des courriers types à forte humanité. C'est-à-dire des courriers où on n'est pas sur du langage ultra administratif, où on annonce des choses, parfois positives, parfois négatives, où on informe sur les droits, mais qui sont complètement déshumanisés dans un moment où la personne voilà, est en gestion de sa maladie, combat sa problématique de santé, est dans les soins, etc. Voilà. Et donc a besoin, entre guillemets, de cette chaleur, même si elle n'est visible et partagée que par courrier. Donc, s'outiller, mettre en place des procédures, définir un cadre, ça c'est quand même, en tout cas ce qui me semble être une base pour la suite. Après, on l'a dit, et Isabelle l'a bien mentionné, cette pluridisciplinarité, elle est absolument indispensable. Chacun a un bout de la solution. Et c'est cette pluridisciplinarité qui fait que le puzzle se met entre guillemets en place. C'est-à-dire que si on n'a que le salarié ou l'agent qui est volontaire, si on n'a que le manager qui se débat dans son coin, si on n'a que les acteurs RH qui ont plein de bonnes idées, ça ne peut pas fonctionner. En revanche, c'est bien ce travail collectif avec la personne en son sein, au cœur, qui évidemment nécessite. Je lis les questions en même temps, donc du coup, je perds mes mots. Et vous voyez, je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Donc voilà, c'est bien cette pluridisciplinarité qui permet de proposer des solutions de qualité. Voilà. Organiser la montée en compétences collectives, ben, évidemment, c'est pas simple quand même d'organiser tout ça. Le manager, quand il reçoit un collaborateur qui était en arrêt de travail pendant plusieurs mois, qui a vécu des choses très difficiles durant cet arrêt, il faut savoir quelles questions on peut poser, comment on prépare le retour. C'est pas quelque chose qui est inné. Donc, ça nécessite d'être formé, ça nécessite d'être accompagné là-dessus. Donc, il est nécessaire en fait d'organiser la montée en compétences collectives, que ce soit des acteurs RH, que ce soit des managers. Ça nécessite de les outiller pour justement que le dispositif, lui, soit organisé, structuré. Voilà, si on laisse libre cours juste aux perceptions individuelles, au volontarisme individuel, ça peut être super, comme ça peut être parfois très, très catastrophique. Et parfois, on veut bien faire, et en fait, on fait mal. Euh, une fois que le cadre est posé, une fois que les acteurs sont formés, une fois qu'on est organisé en interne, chaque situation est unique, on l'a dit, et il y a des outils qui peuvent être mobilisés. La visite de pré-reprise, vous avez été nombreux à le citer dans la conversation. Évidemment, c'est un outil absolument clé. Essayer de repérer les éventuels besoins en formation, les éventuels besoins en termes d'aménagement de poste. Ça, c'est des éléments qui sont aussi importants. Et vous avez des outils aussi pour justement repérer, évaluer les besoins d'un point de vue médical. On l'a dit tout à l'heure avec la visite de pré-reprise. Ça peut être aussi le rôle du rendez-vous de liaison qui peut permettre aussi de travailler ces sujets-là. Hop là, pardon. Donc, on a des outils à sa disposition pour anticiper le retour. Il faut évidemment informer l'équipe du retour à l'emploi et préparer ce retour avec l'équipe. Il est, à mon sens, essentiel de faire comprendre au salarié ou à l'agent qu'il est attendu. Ça, c'est important. Il y a un collectif qui est content de retrouver la personne. Voilà, elle ne débarque pas le matin à 7h30 ou à 8h. Ah, tu es là. Non, évidemment, il faut que la personne, elle soit accueillie, attendue par son manager et par son collectif de travail. Et évidemment, le manager a un rôle absolument clé puisqu'il est l'animateur de ce moment du retour à l'emploi qui est un moment, évidemment, chacun l'a en tête, évidemment, éminemment difficile pour la personne, le jour du retour. C'est évidemment quelque chose de très important. Et puis, une fois que le retour a eu lieu, évidemment, mais faut-il encore le suivre? Il faut installer une certaine progressivité dans les tâches. Isabelle a très bien mentionné ce rapport à la productivité tout à l'heure. Donc, ce retour à la productivité, il est à penser, il est à organiser, il doit être progressif. L'évolution des tâches de travail qui va être confiée au salarié ou à l'agent, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. La personne ne revient pas comme elle est partie. Donc, tout ça se réfléchit, tout ça s'accompagne. Et évidemment, tout ça se suit avec, pourquoi pas, des bilans réguliers qui peuvent être réalisés avec la personne, si elle en est d'accord, évidemment, pour suivre un petit peu les choses. Alors, bon, voilà, ça c'est un certain nombre de choses. On voulait aussi mettre en avant, faire un petit zoom sur 2 points. L'entretien de départ. Isabelle, je vous laisse la parole. Et puis, on a parlé tout à l'heure du CLM fractionné, qui est un outil spécifique à la fonction publique. Voilà, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'employeurs privés dans la salle, donc on ne va pas pour le coup trop faire saliver les employeurs privés, mais en tout cas, ça vaut le coup de reparler du CLM très rapidement pour les employeurs publics qui sont là.
Je vous laisse la parole et votre micro est coupé, Isabelle. Voilà. Alors Merci. très rapidement, l'entretien de départ, on l'a un petit peu parlé, c'est une manière de définir avec le salarié les modalités de son absence. Donc quand c'est possible, c'est vraiment important de pouvoir le faire parce qu'en fait, on se facilite un peu la vie. Ça permet de définir la manière dont on garde le contact, de qui prend l'initiative du contact, de sous quelle forme est-ce qu'on s'appelle, est-ce que c'est un SMS, est-ce que c'est un mail, est-ce que si c'est un mail, c'est sur la boîte privée, la boîte pro, à quelle fréquence, voilà, qui aussi garde ça, ce lien, parce que parfois on sait qu'il y a des relations de travail qui peuvent être un peu difficiles entre un manager et quelqu'un de son équipe. Donc parfois le fait qu'il y ait un relais au sein même de l'équipe ou au sein de la DRH, ce sont des choses qui, quand elles sont dites et posées en amont, permettent vraiment de faciliter à la fois le départ, le lien pendant l'absence et la reprise. Ce qu'on dit à l'équipe aussi, ça c'est important parce que dire j'ai un pépin de santé, c'est une chose, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de donner du détail de santé, évidemment. Parfois les gens ont envie de le faire, parfois pas. Enfin, en tout cas, c'est important de poser ce qui va être dit et de s'en tenir à ça. Pour le congé de longue maladie fractionné, ça c'est vraiment à l'attention des employeurs publics. C'est un outil qui est formidable, qui permet d'alterner les périodes de soins et de repos avec les périodes de travail. C'est une possibilité du coup de fractionnement à la demi-journée. Donc il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement souple et qui permet de faciliter les modalités de reprise, puisque dès lors que ce congé de longue maladie fractionné ou de congé longue durée fractionné est donné, ça permet aussi, dès lors que les médecins qui suivent le collaborateur sont OK pour sa reprise, de ne pas avoir à saisir le conseil médical, on peut reprendre tout de suite. Donc en fait, cet outil qui est assez peu connu encore mérite voilà, de sortir de son isolement pour être utilisé parce qu'il est vraiment facilitateur pour justement permettre aux collaborateurs de revenir dans de bonnes conditions au travail. Merci beaucoup Isabelle. Euh, on a simplement essayé de poser ici, je vais en parler très vite, un exemple de procédure avec quelques étapes un peu clés. Alors là, c'est très basique, hein, c'est juste une étape et puis un acteur en face. Évidemment, ça nécessiterait d'être affiné, posé, individualisé, etc. Mais peut-être que ça vous donnera envie d'essayer d'imaginer ces étapes-là dans vos propres organisations. Vous voyez, donc en amont de la reprise, imaginez l'envoi d'un courrier au salarié ou à l'agent où on se met à sa disposition pour l'informer en parallèle sur ses droits. Proposer aussi un entretien en fonction de ce que souhaite le salarié ou l'agent, téléphonique, de visu, en présentiel avec lui, avec une remise des documents institutionnels, faire une sorte de pré-reprise, mais finalement santé, j'allais dire en dehors d'une visite de pré-reprise médicale ou autre. Une étude de la situation par la cellule pluridisciplinaire, lorsqu'elle existe évidemment. Pourquoi pas organiser une visite de pré-reprise médicale? Ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi peut-être la doubler d'une pré-reprise, on va dire administrative, ou même on pourrait l'imaginer managériale. Vous voyez, c'est les étapes qui suivent. Et puis derrière, le cadre qui informe le salarié ou l'agent. Lors de la reprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'accueil par le manager le jour de la reprise. Prévoir aussi ou provoquer peut-être un accueil collectif par le manager et par l'équipe autour d'un petit temps convivial. Que sais-je, ça dépend évidemment des contraintes de chaque organisation, mais si c'est possible. Évidemment, réfléchir en amont à des aménagements de poste, à du tutorat. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les suites de la reprise, voilà, pouvoir un peu suivre les choses dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. Pourquoi pas aussi faire un retour à la cellule de maintien en emploi ou à la cellule pluridisciplinaire pour qu'elle veille aussi finalement un peu de manière qualitative à la durabilité des solutions qui sont proposées, qui sont préconisées. Bon, vous voyez, c'est juste des étapes qui relèvent un peu du bon sens ou pas, mais en tout cas qui mettent juste le doigt sur le principe selon lequel organiser les choses, institutionnaliser les choses, tout en gardant ce principe d'individualisation des accompagnements, mais ça peut évidemment avoir du sens. Alors,
On vous disait tout à l'heure, et on va conclure par là, on a souhaité mettre à votre disposition différentes ressources qui peuvent, on l'espère, vous aider à aller plus loin, évidemment, puisque là, sur 45 minutes, le temps nous est contraint, le temps est limité, et on aurait envie de dire beaucoup plus de choses, mais en tout cas, vous allez peut-être avoir des ressources qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin, et je vous laisse la parole, du coup, Marc, pour les présenter. Merci Pierre. Alors, nous avons fait le choix de vous parler d'une ressource que nous connaissons bien, puisque nous avons été un petit peu à l'origine de celle-ci. Donc, c'est un premier guide, donc anticiper et accompagner le retour à l'emploi d'un agent pendant ou après un cancer. Donc, c'est un guide qui a été élaboré par le Handipact Occitanie. Ce guide est le fruit d'une collaboration donc, entre employeurs et professionnels engagés, et il met en pratique donc des bonnes pratiques, outils, expérimentations. Et il incarne la volonté de faire rimer cancer et travail, de transformer une épreuve individuelle en une dynamique collective de soutien. Ensuite, nous avons une deuxième ressource, également élaborée par nos collègues donc, du Handipact Grand Est, un guide, la démarche de préparation de retour à l'emploi des agents suite à un arrêt. Et c'est vraiment un document très complet, très qualitatif, à découvrir également. Là aussi, vous avez le lien. Et puis, normalement, une troisième Tout à ressource, fait, ouais. voilà, pour aller plus loin. Donc, le guide du maintien dans l'emploi, faciliter la reprise des salariés suite à une longue absence, et donc auquel l'AGFIP a été partie prenante. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et notamment l'Auvergne-Rhône-Alpes qui était Mm. particulièrement mobilisé, qui a contribué à la rédaction de ce guide, qui est un guide de référence hein, pour les employeurs privés, notamment ce dernier document, qui est très bien fait et dont on s'est inspiré d'ailleurs pour certaines diapositives. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat et je vais y répondre tout de suite, où on nous demande est-ce que ce document-là est à destination des acteurs des institutions publiques? J'allais dire oui sur le principe, puisque c'est un outil qui est élaboré par le FIPHFP, par le Handipact, mais néanmoins, 90%, 95% du guide en fait, s'applique uniformément aux employeurs publics comme privés. On a un zoom sur le fameux CLM fractionné dont on a parlé tout à l'heure, qui là, évidemment, ne s'applique que au secteur public, malheureusement, j'allais dire. Mais pour le reste, tout le guide vraiment est applicable complètement. Vous aurez notamment dedans des exemples de courriers d'information. Vous avez des outils en fait qui sont intégrés dedans, des exemples de trames d'entretien pour un manager qui accueille un agent ou un salarié de retour après un arrêt long. Enfin, il y a plein d'outils qui existent dedans et en fait qui s'appliquent complètement indifféremment pour le secteur public et le secteur privé. Donc, même si vous êtes employeur privé, on ne peut que vous encourager au moins à le télécharger, à le regarder en manière très rapide et vous allez sans doute avoir des choses intéressantes. Le deuxième document, pareil, j'essaie de lire les questions un petit peu en même temps. Donc ça, c'est un document qui est élaboré par le Handipact Grand Est. C'est pareil, on a des principes en fait directeurs qui, qui en fait s'appliquent uniformément au secteur public et secteur privé. C'est vrai qu'on a des zooms, le rôle du conseil médical, etc. Bon, là, évidemment, qui s'applique plutôt au secteur public, le conseil médical. Mais à nouveau, et je pense que et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce thème cet après-midi, c'est que cette question du retour à l'emploi pendant ou après un arrêt long, au-delà d'éléments relatifs au cadre juridique, au-delà d'éléments propres à certains dispositifs ou outils, ils sont complètement applicables. C'est des problématiques qui sont complètement identiques au secteur privé et au secteur public. Donc voilà, je pense que ces ressources-là, on les a aussi choisies et fléchées parce qu'elles peuvent intéresser tout le monde. Et nous arrivons au bout de la présentation. Donc, si Florent, vous êtes dans le coin, c'est le moment de réactiver les micros des uns et des autres. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions. On va essayer d'y répondre. Vous avez été nombreux à nous faire part de vos retours d'expérience dans le chat. Et je vais peut-être commencer par là, le temps que vous écriviez vos questions ou que vous leviez la main si vous souhaitez intervenir. C'est pour dire que, vous le voyez, finalement, cet après-midi, nous, les messages un peu clés qu'on a essayé de faire passer, c'est de dire que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut imaginer ou aux idées reçues, il n'y a pas forcément de limite juridique, sauf celle qui relève du bon sens, pour organiser et maintenir le lien avec vos agents ou vos salariés pendant l'arrêt de travail. C'est possible. Maintenant, c'est possible, il faut l'organiser, il faut le structurer et il faut l'individualiser. C'est ça un petit peu les mots-clés qu'on veut mettre en avant. Après, évidemment, pas d'angélisme de notre côté. Vous avez été plusieurs à le mettre dans le chat. Évidemment,
chaque situation est unique. Il y a des situations qui sont complexes. On a des environnements de travail qui sont plus difficiles que d'autres. On a voilà, certaines personnes qui sont davantage impliquées que d'autres, davantage bienveillantes que d'autres. On a des acteurs, des personnes qui sont concernées elles-mêmes par la maladie, qui sont aussi dans des dynamiques différentes. Enfin, voilà, il y a des situations qui sont difficiles et ça, on ne peut que partager ce retour d'expérience. L'idée, c'est de donner le maximum de chance à l'ensemble de l'environnement de proposer quelque chose de qualité. Et puis après, les aléas des uns et des autres fera que ça fonctionnera bien ou moins bien. Mais voilà un petit peu les éléments qu'on souhaitait, les éléments un peu clés qu'on souhaitait partager. Alors, vous avez, donc il y a beaucoup de questions n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez faire un petit retour d'expérience, si vous souhaitez poser une question à Marc, à Isabelle, vos questions sont les bienvenues. Il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il est possible d'avoir la présentation? Donc, pour moi, la réponse est oui. Je pense qu'il n'y aura pas du tout de souci. Vous savez, tous les ateliers sont enregistrés et donc seront mis à disposition en replay. Je pense que les supports aussi seront téléchargeables. En tout cas, de notre côté, il n'y a évidemment aucun souci et le support a été construit pour pouvoir vous le partager complètement librement. Donc la réponse est oui. Valérie, vous avez levé la main et on Oui, vous tout laisse la à fait. parole. Bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très très bien. Ouais, Oui, merci beaucoup de me laisser la parole. Je vais peut-être mettre la caméra, ça sera peut-être avec plus plaisir. sympathique. Euh, voilà, je vous remercie de me laisser la parole et je vous remercie surtout pour le contenu de votre webinaire qui est vraiment extrêmement intéressant. Je voulais simplement vous partager une expérience. Je vais faire très, très court, hein. J'ai été concernée par un cancer, etc. Par contre, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à retourner dans l'emploi, c'est d'abord la phase de reconstruction. Et la phase de reconstruction, j'ai pu la faire grâce à une association qui est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que j'interviens, en fait, parce que ce qu'ils font, c'est chez Chapeau. J'ai tourné, j'ai fait plein d'associations avant en France, hein, et vraiment, c'est ce que j'ai trouvé chez eux est exceptionnel. C'est l'association Le Jour d'après. Ils sont à Montpellier. Ils interviennent sur Paris, sur Lyon, Nîmes, enfin bon bref, ils font aussi de la visio. Donc je voulais vraiment vous parler de l'association parce que c'est un acteur incontournable. En plus, ils sont en Occitanie. Donc c'est vraiment un acteur incontournable pour accompagner les salariés qui ont eu un cancer et des longues maladies, des maladies chroniques aussi, sur le maintien et le retour à l'emploi. Pour conclure, ils sont en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Valeo Work. Et ce sont des experts en santé et travail. Ce sont aussi des acteurs extrêmement importants. Voilà, c'était l'intervention que je voulais faire parce que je trouvais dommage qu'ils ne soient pas cités, compte tenu vraiment de la qualité et de la pertinence de leurs accompagnements. Eh ben, merci beaucoup Valérie pour ce retour d'expérience. Effectivement, il y a plusieurs associations ou acteurs territoriaux qui proposent des accompagnements. Et c'est vrai que à titre personnel, je n'avais pas repéré celle que vous avez mentionnée. Donc voilà, c'est bien de leur rendre l'appareil et de pouvoir effectivement valoriser la qualité d'accompagnement que vous avez pu trouver chez eux. Et merci du coup pour votre retour d'expérience. Merci également. Avec plaisir. Annick, vous avez votre main qui est Oui, levée. oui, Ouais, oui, tout à fait. Vous m'entendez? très très bien. Ouais. Oui, oui, on a beaucoup échangé avec des personnes là sur le chat sur les conditions d'octroi du CLM. Ça pose question quand même parce que nous, on se base dans mon entreprise sur la liste, l'arrêté de 1986, qui ne mentionne absolument pas les pathologies psychiques. Et alors, effectivement, dans les textes sur les CLM, on nous dit que ça repose sur les décisions des comités médicaux, mais j'ai l'impression qu'il y a certains comités médicaux qui ne prennent pas en ligne de compte qu'une pathologie psychique peut rentrer dans une pathologie générant un CLM. Et voilà, enfin, ça peut poser souci parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de pathologies psychiques dans les entreprises et de manière générale dans la société, et que s'il y a distorsion sur l'octroi d'un CLM entre plusieurs structures, ça n'est pas normal. Je suis désolée. Moi, ce qui met un petit peu en difficulté, Annick, c'est que vous utilisez le terme d'entreprise et de CLM. Vous parlez Oui, d'organisation publique? alors, en fait, il y a des entreprises qui ont des personnes avec un double statut, Ah, salarié et fonctionnaire. Donc, c'est d'accord, relatif au statut de la personne, hein, c'est pas forcément le statut de la structure. Qui d'accord. fait que, donc, dans mon entreprise, on a des salariés et des fonctionnaires.
Donc, c'est évidemment une gestion différenciée par Mmh. rapport, voilà, par rapport à l'absentéisme maladie. Oui. Et ce qui me pose vraiment question, c'est qu'apparemment, il y a des structures sur lesquelles le CLM est octroyé pour des raisons de troubles psychiques et que d'autres non. Est-ce qu'Isabelle, vous avez des Voilà. éléments de réponse par rapport à ça? Moi, je vous avoue que je n'en ai pas. Oui, Alors, Je parce botte que en c'est très touche. réglementaire. C'est très réglementaire ma question, je suis désolée. oui, et puis, enfin, en plus, elle dépend pas, enfin, aujourd'hui, elle dépend des conseils médicaux et des expertises et des médecins, et nous, en tant qu'employeurs, d'ailleurs, on ne sait pas toujours quelles sont la pathologie des gens, enfin, de nos Non, collaborateurs. on est d'accord. Heu, Mais oui, voilà, oui. donc les demandes, enfin, je suis vraiment en peine pour vous répondre là-dessus Mmh. parce que j'ai vraiment aucune expertise en la Mmh. matière, soit voilà pour, Mais ouais, en tout cas, l'arrêté date de 1986. Je veux dire, entre 1986 et tout à fait. 2025, la liste des pathologies a considérablement évolué avec justement une recrudescence des troubles psychiques dans la société. Ce qui est une Et c'est réalité. pas forcément pris en compte, je pense, dans nos textes. Donc ça veut dire que c'est le législateur qui doit revoir ses textes, à mon avis, hein. Mmh. On peut partager effectivement Mmh. votre constat et en tout cas, ce que vous évoquiez, à minima, de dire qu'il y a peut-être une diversité d'interprétation ou d'ouverture Oui, d'accès à des droits selon le conseil médical, selon tout l'expert à et fait, cetera. tout Dans à tous les fait. cas, ça reste un problème. Mmh, tout à fait. C'est exactement, vous avez parfaitement résumé ce que je voulais dire. Absolument. Merci beaucoup. Mais de même que dans votre organisation, vous avez à la fois des salariés et à la fois Mmh, des fonctionnaires, ça doit quand même pas être simple oui, parce que c'est pareil, vous avez non, des dispositifs juridiques qui, par oui, définition, sont différents et donc au sein c'est d'une même ça. organisation, voilà, des enjeux d'équité très chers évidemment, au Mmh, sujet du handicap, ça doit être un absolument, un sujet, absolument. permanent. C'est pas simple, c'est vrai. Mmh. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, avec plaisir. Merci à vous pour votre retour. Alors, nous approchons des 17 heures. Nous avons tenu le timing parfaitement. Est-ce que toutefois, et c'était pas gagné au départ, c'est pour ça que je dis ça, est-ce que toutefois il y a une question ou un retour d'expérience que vous souhaitez partager au plus grand nombre avant de conclure cet atelier? Alors, donc peut-être une dernière question. Je vois effectivement comment pourrions-nous récupérer les replays? Eh bien, les replays seront rendus disponibles sur le site de l'URRH et de la GFIP dans les jours qui suivront la fin de l'URRH. Donc, voilà, a priori la semaine prochaine, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations. Eh bien, écoutez, 17 heures. Isabelle, Marc, est-ce que je vous laisse le mot de conclusion? Et, pour nous, c'est une joie d'avoir pu participer, co-organiser cet atelier conjointement FIP-AG-FIP, de se rendre compte que les outils élaborés par le FIP trouvent également leur place auprès d'acteurs privés, et cela va nous encourager en tous les cas à l'avenir à poursuivre, nous, en région Occitanie, le travail entrepris, donc d'élaborer des produits, des cahiers un petit peu propres à accompagner chaque employeur public de façon presque un petit peu universelle. Mmh. Eh bien, écoutez, merci. Et Isabelle, je vous en prie. Isabelle, oui. Alors juste, pour la fin, s'il y a juste 3 petites choses à retenir, moi Ouais. j'aimerais, voilà, tout le monde ait bien en tête que la vie d'après est rarement la vie d'avant, et que, du coup, la manière dont en tant qu'employeur on peut accompagner ces situations-là, c'est, la force du collectif et des regards, transdisciplinaires qui permettent vraiment d'appréhender les situations de travail, de manière à voir les choses de manière globale, à ne pas être seul aussi, pour trouver des solutions et remettre chacun à son niveau, à son rôle et à son niveau de responsabilité. Ça aussi, je pense que c'est important, dans la créativité qui doit nous animer pour, ben, s'accommoder, voilà, du cadre juridique qui est pas toujours, parfaitement adapté. Mais malgré tout, on arrive quand on a envie d'être dans les solutions, collectivement, on arrive réellement à les trouver.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Isabelle pour ce très, très beau mot de clôture. Profitez bien de cette belle URRH. Vous en avez encore pour la fin de journée et demain. Profitez bien de ces moments. Merci encore au FIP et à la GFIP de l'organisation de ce bel événement et puis de nous avoir permis de participer, d'intervenir cet après-midi. On était ravis de vous présenter cet atelier qui, vous l'avez compris, nous tient à cœur. Et bah, écoutez, on vous souhaite une très belle fin de semaine et encore merci à vous et à très vite. À bientôt. Merci. Au Merci. Au revoir. revoir. Au revoir.